Voilà. Et donc, je me tourne vers vous, Ofer Attali, parce que le fabricant de croissance, c'est vous, ici, en tant que spécialiste de l'innovation. Alors d'abord, parce qu'on a l'impression que ce mot d'innovation, maintenant, toutes les boîtes l'utilisent, le mettent à toutes les sauces. J'ai envie de vous demander, c'est quoi une entreprise vraiment innovante ? Le terme innovation, en effet, il est un peu galvaudé, on le sert à peu près à toutes les sauces. Et la question de savoir ce qu'est une entreprise innovante, c'est une vraie question. Et pour moi, si je devais le résumer de manière très simple, je dirais que c'est une entreprise qui accepte de se remettre en question, même quand ça va bien. Alors c'est par définition une entreprise qui a pas construit quelque chose, une start-up, elle se remet en question de fait, c'est dans son ADN, c'est comme ça qu'elle se construit. Donc elle est forcément innovante parce qu'elle n'a pas d'autre choix et l'innovation c'est un point essentiel. Et la grosse boîte ? La grosse boîte, son problème c'est que ça fonctionne, qu'elle a un marché, qu'elle a un business et qu'elle a besoin en fait de conserver ce business, et c'est là où en fait elle est confrontée à une sorte de dilemme, c'est conserver un existant en espérant que ça va tenir le plus longtemps possible, ou bien alors se remettre en question et rentrer dans des processus d'innovation pour préparer le coup d'après. Et c'est là où en fait Alors le problème c'est qu'une fois qu'on a décidé d'innover, on fait comment ? On fait quoi ? Parce que vous dites l'innovation, ça demande fondamentalement ni responsabilité, ni diplôme, ni talent. Et alors en plus vous distinguez un nombre très très important de formes d'innovation différentes. L'innovation incrémentale, la petite amélioration, l'innovation de rupture qui change tout, l'innovation adjacente. Je ne savais pas ce que c'était que l'innovation adjacente. C'est réussir à partir d'un produit existant ou un service existant, développer une offre ou une solution innovante qui serait connectée ou qui serait en liaison avec un produit ou avec un service. Donc c'est une sorte en fait d'upselling d'un produit et une forme d'innovation qui permet d'augmenter son volume d'affaires. Sauf, Ofer Attali, que quand on se lance dans l'innovation, on ne décrète pas qu'on va faire de l'innovation de rupture ou de l'innovation incrémentale. Donc concrètement, comment ça se passe, quoi ? Comment on industrialise le processus d'innovation ? Alors on ne le décrète pas, mais on fait quand même des choix. C'est-à-dire que décider d'aller à la recherche d'une innovation de rupture, c'est pas du tout la même démarche que de faire de l'innovation incrémentale ou de l'amélioration continue. L'innovation de rupture, c'est dans la construction du programme d'innovation, la décision de chercher quelque chose qui va être réellement en rupture avec l'existant, donc nécessairement qui va tout remettre en cause. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Les entreprises sont pas forcément capables de dire, si on prend l'exemple de Kodak, on va arrêter l'argentique et puis on va mettre une véritable innovation de rupture et se lancer dans le numérique. Ils n'ont pas été capables de le faire. Peut-être que c'était pas non plus le bon moment pour le faire à l'époque, mais il y avait un choix qui était de chercher de l'innovation à travers des améliorations de l'existant plutôt que de casser un marché pour en inventer un autre. Donc ça se décrète pas, mais ça se décide. C'est-à-dire qu'on met en place un programme qui va aller à la recherche d'un ou plusieurs types d'innovations en sachant ce qu'on veut trouver. C'est quoi le principal frein à l'innovation ? Est-ce que c'est la peur de se tromper ? Est-ce que c'est... En France, un des freins importants, c'est le rapport à l'échec. Aujourd'hui, dans la majorité des entreprises, un échec est perçu comme étant quelque chose de négatif, là où dans le monde anglo-saxon, un échec c'est plutôt perçu comme l'occasion d'apprendre et surtout une opportunité pour recommencer en ne faisant pas les mêmes erreurs et en essayant d'améliorer un petit peu la démarche. Quel rôle l'intelligence artificielle joue aujourd'hui dans les processus d'innovation ? Est-ce que ça rend l'innovation plus facile ou est-ce que, au contraire, il y a des pièges ? Alors, le piège de l'intelligence artificielle, d'une manière générale, c'est de penser qu'elle va être capable de remplacer ce que l'intelligence humaine est capable de faire. Ça, il faut vite mettre ça de côté. L'intelligence artificielle est très très loin d'atteindre les capacités intellectuelles et les capacités de réflexion d'un être humain. Les modèles et la construction de l'intelligence artificielle ne sont même pas calqués sur le schéma de pensée du cerveau, parce que de toute façon on ne l'a pas forcément encore très bien compris. Donc ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est aider. C'est de l'assistance décisionnelle. Ça permet en fait de raccourcir les cycles, ça permet de prendre des décisions avec peut-être un peu plus de certitude et surtout avec plus de vélocité. Et probablement d'éviter un certain nombre d'erreurs que l'on aurait faites si on avait eu besoin d'explorer beaucoup de voies que l'intelligence artificielle permet d'écarter. Je termine avec une citation géniale que vous avez dans votre livre. C'est innover, ça n'est pas avoir une nouvelle idée, mais c'est arrêter d'avoir une vieille idée. Ouais, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Quand je disais une entreprise innovante, c'est une entreprise qui se remet en question, c'est une entreprise qui est capable d'arrêter de se dire que ses précédents schémas sont toujours les bons. Il faut arrêter de penser comme on le faisait avant et peut-être se dire qu'il faut essayer d'avoir des idées qui sont peut-être un peu moins mauvaises que celles qu'on avait par le passé. Merci, messieurs. Je rappelle vos livres, Ofer Attali, Innovation du mythe à la réalité.
Comment innover en entreprise avec certitude dans une époque incertaine. C'est aux éditions 1 minute 30. Merci Alain Fiorucci, pour qui les marchés ont toujours raison. C'est aux éditions L'Harmattan. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture.